Mais pour cette fois-ci, je vais parler dans deux micros finalement, parce que l'autre est ici dans ma veste, pour m'assurer que vraiment vous puissiez entendre les petites nuances de mon accent. Mon petit accent en fait, on dirait plutôt. Donc encore une fois, merci pour votre présence ce soir. Et ce soir, on va parler de intelligence artificielle. Je vous rassure, d'un côté, on va entrer doucement dans le sujet, c'est-à-dire qu'on va chercher à aborder d'abord l'imaginaire des intelligences artificielles et des robots, pour ensuite approfondir certains aspects qui sont souvent les moins traités quand on aborde la question des intelligences artificielles, surtout dans ses liens avec le travail humain. Et le titre que j'ai choisi, qui est en fait l'un des chapitres de l'ouvrage qui s'appelle « En attendant les robots », est « Les poinçonneurs de l'IA ». Les poinçonneurs de l'IA, donc l'IA, l'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'il est question justement de personnes qui s'adonnent à des tâches répétitives, parfois pas reconnues comme du travail noble, et qui pourtant effectuent un travail nécessaire pour permettre à nos solutions intelligentes, à nos technologies intelligentes d'exister et d'être, disons, les compagnons, certainement, de notre vie, du moins dans le contexte récent. Pour commencer, et pour être au moins certain d'être tous sur la même page, diraient les Anglais, il faut aussi aborder la question de l'imaginaire des robots et des technologies intelligentes actuelles. Et il faut aussi parler d'entrée de comment, dans le débat public, dans l'opinion publique, dans les médias, mais aussi dans le débat politique, à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, on a même du mal à trouver de l'iconographie adaptée. Et très souvent, on se rabat sur un imaginaire robotique qui, par ailleurs, n'a pas forcément affaire aux intelligences artificielles. Et souvent, on nous propose sur les couvertures de nos magazines ou comme illustration, même à la télé et dans d'autres médias, pour l'intelligence artificielle, des robots anthropomorphiques et mécaniques. Ce qui est aussi une manière de dire que nos technologies d'aujourd'hui sont fort éloignées de cette représentation idéalisée et que cette représentation idéalisée du fait nous met à l'écart des robots qui sont déjà dans notre vie. Parce qu'effectivement, on ne voit pas des androïdes se balader dans nos espaces publics ou dans nos appartements. Au contraire, dans nos appartements, on voit plutôt ça, ou alors au moins dans nos habitats. On voit des robots qui n'ont rien d'anthropomorphique, qui sont de moins en moins mécaniques finalement, comme par exemple l'aspirateur Roomba, qui est un robot domestique qui, justement en tant qu'aspirateur, apprend les contours de votre appartement et, par exemple, en cognant suffisamment de fois dans tous vos meubles, apprend aussi exactement où aller nettoyer et récupérer la poussière. Ou alors, par exemple, Linky, très controversé, disons, capteur d'informations, mais aussi capable d'enregistrer votre consommation électrique, qui est un robot d'un type particulier. Au fait, les deux sont des robots de type particulier, qui sont un peu l'incarnation des robots d'aujourd'hui, sont des robots qui communiquent. C'est des robots qui transmettent de l'information et qui récupèrent de l'information. C'est des robots qui, avant tout, sont des machines à communiquer et à produire des données. Et ces données sont traitées grâce à la vraie essence des robots d'aujourd'hui, qui sont en réalité des robots du code, c'est-à-dire des entités logicielles avant tout. Et à la limite, on pourrait dire que la partie proprement mécanique de ces robots n'est qu'un prétexte pour faire du code, pour faire en gros du logiciel qui sert pour traiter des modèles statistiques d'un type particulier. Au fait, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Vous l'avez certainement
entendu comme expression, peut-être que vous l'avez entendu dans sa traduction française, c'est l'apprentissage automatique, donc pas machine learning, l'apprentissage automatique en français, qui est au fait une manière de traiter l'information, qui est au fait une manière de faire des modèles statistiques. Des modèles statistiques d'un type particulier par rapport aux modèles statistiques d'un temps, parce que c'est des modèles statistiques qui apprennent au fur et à mesure que vous injectez des données. Un exemple pourrait être, que sais-je, un moteur de recherche comme Google. Google fait de l'apprentissage statistique dans la mesure où, à chaque fois que vous saisissez un mot dans le moteur de recherche enregistre ce mot et s'en sert pour prévoir ce que la personne qui va venir après vous va chercher. Donc vous cherchez New et il sait déjà que peut-être vous cherchez New York. Et encore une fois, c'est une estimation plus ou moins des probabilités qu'une personne qui a déjà effectué une recherche effectue une autre recherche. Or, comme vous le voyez, quand on parle de robots, en réalité, on parle de code, on parle de logiciel. Donc déjà, il faut s'éloigner de l'imaginaire robotique actuel qui est, comme je vous le disais au début, est dominé par ces machines anthropomorphiques. Et pourtant, malgré cette précision importante, et malgré le fait que tout le monde sait que les robots d'aujourd'hui ne sont pas les robots imaginés il y a des siècles, eh ben on continue, au contraire, à proposer un discours et des craintes et à la limite même une vision de ces robots qui est héritée des siècles passés. Typiquement, voilà, pour vous donner un exemple, dès qu'on insiste sur l'impact possible de ces technologies, donc des technologies intelligentes, sur l'emploi et le travail, et là on remet exactement le même discours qu'on propose depuis plusieurs décennies, voire carrément des siècles, c'est-à-dire un discours de remplacement robotique du travail humain. Donc l'idée selon laquelle les robots vont voler notre travail. Et évidemment, cela nous dirige tout de suite vers la question qui est au centre de ce livre, et donc la question, est-ce que nous sommes face à la fin du travail? Fin du travail due à ces technologies. Alors, malheureusement, le débat public a été conditionné par non pas un ouvrage, au fait c'était un papier, un working paper, donc un document de travail publié par deux chercheurs de l'université de Oxford en 2013. Il s'appelait tout simplement The Future of Employment, donc le futur de l'emploi. Et il est devenu tellement célèbre qu'aujourd'hui, on en parle comme l'étude de Oxford. Qu'est-ce qu'il disait, cette étude de Oxford? Elle disait, écrite par Carl Benedict Frey et Michael Osborne. Au fait, elle nous mettait face à une prophétie assez effrayante. À l'horizon 2030, selon les deux chercheurs, dans un pays comme les États-Unis, on ferait face à la perte de 47% des emplois. 47% des emplois, calculés comment et quels emplois? Bon, finalement, la méthode qu'ils ont choisie pour analyser, ou pour produire cette estimation est basée sur le fait de classer 600 emplois et 600 cahiers des charges liés à des emplois, donc imaginez plombier, avocat, journaliste et ainsi de suite, et vous décomposez chaque profession dans un ensemble de tâches. Imaginons 100 tâches pour chaque métier. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire un plombier? Il doit évidemment intervenir dans les maisons des particuliers ou dans des établissements industriels, mais il doit aussi être capable de faire de la comptabilité, mais il doit aussi avoir des compétences de relation client, et ainsi de suite. Et donc, la question suivante de ces deux chercheurs est combien de ces tâches qui composent le cahier des charges d'un plombier, d'un journaliste, d'un avocat peuvent être mécanisé, voire automatisé. Et donc, la question était, à un certain moment, d'établir un seuil critique au-delà duquel on pouvait considérer que l'emploi avait disparu. Et selon leurs estimations, évidemment, 47% des emplois qui existent aujourd'hui feraient face à ce type de remplacement par des processus automatiques. Processus automatiques qui, par ailleurs, ils ne définissent pas
C'est-à-dire que pour eux, c'est pratiquement la même chose de les remplacer par un robot industriel ou par un algorithme ou par une autre solution. Bon, c'est en effet cela qui a permis à pas mal d'autres personnes de critiquer cette approche et de dire que non, en réalité, c'est pas 47%, mais selon une étude de l'OSCE, c'était 9% à peine des emplois qui étaient à risque. D'autres personnes, comme par exemple les associations internationales de producteurs de robotique, s'empressent de dire que non, au contraire, les robots vont créer des emplois, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'entretien de ces emplois, sans parler évidemment des nouvelles professions qui vont surgir et qu'on ne peut même pas imaginer. D'autres, ça donne à des estimations un peu pifométriques, si vous voulez mon opinion, en comparant par exemple le taux de chômage des pays qui ont la plus forte pénétration de robots et en remarquant en effet que des pays comme le Japon, la Corée, l'Allemagne ou la Suède, dans lesquels il y a une très forte présence de technologies robotiques et aussi d'intelligence artificielle, sont aussi les pays qui ont aujourd'hui moins de chômeurs. Et d'autres encore, comme par exemple l'économiste David Autor, qui est un économiste du MIT américain, explique que ça varie énormément selon le secteur. Prenez par exemple le secteur bancaire. Le secteur bancaire a fait face à une automatisation très poussée depuis la fin du siècle passé, au fait depuis la fin des années 80 du siècle passé, et malgré cela, les effectifs n'ont pas diminué. Au contraire, ils ont augmenté. Comment est-il possible? En réalité, si on se concentre sur l'une des technologies phares de l'automatisation dans le secteur bancaire, qui est le guichet automatique, le guichet automatique, on peut imaginer, remplace des guichetiers humains. Pourtant, il ne remplace pas entièrement les guichetiers humains, c'est-à-dire il crée des occasions d'ouvrir de nouvelles filiales, parce que ça coûte moins cher, et donc finalement d'embaucher de nouvelles personnes, qui sont eux-mêmes et elles-mêmes des guichetiers, mais qui font un métier différent par rapport à ceux de la génération précédente. Le guichetier, auparavant, était la personne qui comptait pour vous et qui vous donnait de l'argent. Aujourd'hui, c'est un automate qui s'occupe de cela. Le guichetier est devenu un peu votre psychologue, accompagnateur, conseiller spirituel. C'est la personne qui vous dit alors voilà, il faudrait plutôt investir dans cela, ou alors penser à faire des économies, ainsi de suite. Je pourrais dire qu'un exemple assez comparable est celui des grandes surfaces. Là aussi, on a fait face à une vague d'automatisation depuis la décennie passée, au fait, depuis les années 2000. Vous l'avez vu arriver, par exemple avec les caisses automatiques. Les caisses automatiques ont plus ou moins la même caractéristique. Normalement, elles devraient remplacer des caissiers et des caissières. Toujours est-il que les caissiers et les caissières sont toujours là. Pour la même raison, effectivement, ça coûte moins cher de créer des supermarchés, donc on ouvre des nouveaux supermarchés. Donc le nombre d'effectifs n'a pas diminué. Et par contre, ce qui s'est passé est que ces caissiers et ces caissières se sont transformés dans quelque chose de différent. Auparavant, justement, c'était les personnes qui faisaient passer vos marchandises et qui vous présentaient le compte à la fin. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui gèrent les pannes de la caisse automatique et qui finalement gère aussi les effets psychologiques extrêmes de la personne qui se met en rage parce que la caisse automatique ne marche pas. Donc elle est devenue un peu psychologue, la caissière. Donc c'est une manière de dire que les effets sur les nombres bruts des effectifs ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce qui se passe est que les métiers évoluent avec l'automatisation, ce qui pourrait par ailleurs être quelque chose d'assez évident pour nous toutes et nous tous. Toujours est-il que la question de la fin du travail est beaucoup plus foncière et même à la limite beaucoup plus ancienne. Elle n'a pas besoin de nous mettre face à des technologies de type nouveau, même dans des décennies passées, au fait, dans le siècle passé, on a eu droit au même type de discours. D'une part, caractérisé, c'était plutôt qu'un discours, c'était une controverse. Voilà, par exemple, des auteurs comme Jeremy Rifkin, qui, dans les années 90, annonçaient, déclaraient haut et fort qu'on était face à la fin du travail parce que les nouvelles technologies, qui à l'époque étaient plutôt
Internet et d'autres technologies communicantes allaient nous permettre effectivement de mettre hors travail ou certainement hors emploi un nombre important de personnes. Et d'autres, comme la sociologue et philosophe Dominique Méda, qui déclarait au contraire que le travail reste non seulement un élément crucial de la vie de tout le monde, mais en plus une valeur sociale duquel on ne peut pas se débarrasser. Et même à la limite, je pourrais dire, il ne faut pas s'arrêter au XXe siècle, même au XIXe siècle, on avait eu droit au même type de controverses, au même type de discours entre des personnes qui affirmaient que des technologies étaient là pour accompagner les êtres humains et d'autres qui affirmaient que ces technologies menaçaient le travail humain. Donc voilà, les trois personnes que vous voyez là, vous n'êtes pas censé forcément les reconnaître parce que certains sont un peu, disons, sont connus plutôt aux spécialistes. Le premier, le monsieur à perruque, s'appelle Thomas Mortimer, en 1801 avait publié un traité sur le commerce dans lequel il disait effectivement il y a des technologies qui sont là pour faciliter le travail humain, mais il y en a aussi d'autres qui sont là pour exclure le travail du genre humain. Et d'autres encore, comme par exemple le troisième monsieur que vous voyez là, qui s'appelait Andrew Ewer, qui était un philosophe et qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La philosophie des manufactures et qui déclarait que la plus belle des usines est une usine qui se passe de la main d'œuvre, au fait, qui n'a pas besoin de la main de l'être humain. Or, que reste-t-il de ces controverses ? Et sommes-nous face à, finalement, toujours le même discours, toujours la même diatribe, toujours les mêmes prophéties, et finalement, est-ce que ces prophéties sont en train de se réaliser ? Bon, moi j'enseigne, comme on disait en introduction, dans deux universités fort différentes. J'enseigne dans une université qui est l'école de hautes études en sciences sociales, à laquelle, vous vous imaginez, j'ai plutôt affaire à des anthropologues, des historiens, des personnes auxquelles je dois enseigner à allumer un ordinateur, pour faire court. Mais je travaille aussi dans une grande école d'ingénieurs. Et dans cette grande école d'ingénieurs, par contre, je passe mes journées à me frotter, à échanger, parfois à me disputer avec des collègues qui sont des ingénieurs et des informaticiens. Et les collègues ingénieurs et informaticiens, ils considèrent que oui, bien sûr, peut-être le débat est toujours le même, mais this time is different. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, quelque chose de nouveau arrive. Et cette nouveauté radicale est représentée par la nature même de nos technologies. Ce n'est pas le moulin mécanique dont parlait Thomas Mortimer en 1801, ce n'est pas non plus, à la limite, la technologie, certes déjà intelligente, mais assez raide, dont parlait Jeremy Rifkin dans les années 90. Là, on a affaire à des intelligences artificielles qui apprennent elles-mêmes à faire ce qu'elles promettent de faire, à calculer, à anticiper, à nous aider, à prendre des décisions, finalement. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, on est en train de construire, déclarent mes collègues, l'intelligence artificielle générale. C'est le grand rêve depuis les années 60 du siècle passé, qui est à la base de ce domaine de recherche qu'est l'intelligence artificielle. Or, il y a un petit problème, et c'est normalement le problème qui met mes collègues dans une drôle de situation. D'un point de vue strictement économique et financier, malgré les aspirations des informaticiens, l'argent des investisseurs n'est pas consacré, n'est pas mis sur l'intelligence artificielle générale, mais plutôt sur des intelligences artificielles qu'on peut définir comme des intelligences faibles. Je n'arrive pas à passer à la phase suivante. Paf. Des intelligences artificielles faibles ou étroites, c'est les intelligences artificielles qu'on a dans nos poches, finalement. Si vous avez un smartphone, par exemple, imaginez un iPhone, vous avez certainement au moins une fois interagi avec Siri. Même si vous ne le savez pas, vous avez interagi avec Siri. Siri est l'assistant vocal avec lequel vous pouvez avoir des échanges passionnants du type Siri, quelle est la météo à Paris ou alors quelle est la route la plus simple pour aller d'Arcueil à Évry. Ou alors, pour les moins chanceux d'entre vous, et vous avez peut-être un Android, peut-être même un smartphone Microsoft, vous avez interagi avec un autre de ces assistants virtuels qui s'appelle Cortana, qui est plus ou moins la même chose, que ça marche moins bien.
Et encore une fois, pour ceux qui ont en plus des membres de leur famille qui les détestent et qui ont envie, qui donc leur ont offert, peut-être les dernières fêtes, un objet connecté, par exemple une enceinte connectée, donc le type d'objet que vous mettez au centre de votre appartement et avec lequel vous pouvez avoir le même type d'interaction passionnante qu'avec Siri et Cortana, mais en même temps c'est l'objet qui par exemple permet d'entretenir les enfants. Vous pouvez demander à Alexa, qui est l'un de ces intelligences artificielles, de chanter une chanson pour vos enfants. Voilà, comme ça, on peut les occuper ou les aider dans leurs devoirs. Et cet objet intelligent, ou plutôt le système d'exploitation de cet objet intelligent qu'est en réalité l'intelligence artificielle, est censé interpréter ce que vous avez dit et agir par la suite. Et surtout, deviner exactement quelle était votre intention. Et je peux vous assurer, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une énorme variabilité dans la volonté, dans les désirs humains. Il y a des personnes qui se servent de ça justement pour des raisons commerciales, pour s'informer, d'autres pour s'amuser, d'autres pour rechercher du porno. On peut le faire, pourquoi pas. Et en même temps, ces objets sont aussi des objets qui, parfois, peuvent avoir des conséquences sur notre vie. Pensez par exemple à des intelligences artificielles qui sont installées dans des véhicules connectés. Là, c'est un peu moins innocent. Là, il peut y avoir des conséquences fatales. On va en reparler parce qu'en fait, c'est peut-être le robot sur roue est peut-être la forme de robot la plus intéressante aujourd'hui. Ces intelligences artificielles sont par exemple celles qui permettent à ces véhicules dits sans chauffeur, mais vous allez voir, il y a toujours du chauffeur quelque part, de par exemple ne pas dépasser la limite de vitesse prévue pour votre trajet ou réaliser certaines opérations de conduite. Or, tout cela pour dire que l'automatisation intelligente d'aujourd'hui n'est pas justement le type de robot surpuissant, de cerveau désincarné, ou plutôt, ou mieux encore, incarné dans un robot anthropomorphique auquel on nous a habitués. L'automatisation intelligente repose en fait sur le paradigme, et là c'est une surprise, sociotechnologique d'une plateforme. C'est-à-dire que tous ces objets que je vous ai montrés sont basés sur des plateformes numériques, des plateformes au fait de traitement des données. On a besoin de s'inventer des infrastructures qui gèrent les données, qui permettent à ces objets connectés, à ces intelligences artificielles de fonctionner. Et les plateformes, à leur tour, sont basées sur les données qui sont produites grâce au travail humain. Mais quel type de travail ? Le travail de l'ingénieur, le travail du codeur, le travail finalement de l'expert en informatique ? Non. En réalité, le travail dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus humble, beaucoup moins finalement sublime. On l'appelle, et on l'appelle en anglais, digital labor. Donc pourquoi on ne le traduit pas ? Je vais vous dire dans une seconde. Tout d'abord, de quoi on parle ? On parle d'un travail qui est réduit à des tâches, voire à des tâches extrêmement simples, voire parfois à des micro-tâches, des opérations extrêmement simples. Par exemple, l'opération de cliquer. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le travail du clic. Mais aussi un travail qui produit de la donnée et qui est basé sur la donnée. Donc on l'appelle aussi un travail datafié. Et pourquoi on ne traduit pas en français ? Parce que le français est une langue merveilleuse, j'en sais quelque chose, j'ai dû l'apprendre quand j'étais déjà adulte, et en même temps c'est une langue extrêmement polysémique, une langue dans laquelle par exemple le mot travail signifie autant l'activité humaine que la relation d'emploi, donc par exemple pensez le contrat de travail, voilà, mais aussi par exemple la pénibilité du travail, donc il y a tout ou parfois même la profession, donc le travail d'une personne. Donc en anglais et en allemand même à la limite, on est un peu plus précis et on a une certaine tendance à dire que si c'est votre occupation, on l'appelle job. Donc ce n'est pas digital job, ce n'est pas le job, c'est-à-dire le métier de l'ingénieur, du codeur dont je vais parler. Parfois en anglais on dit aussi work pour indiquer au fait l'acte même de transformer la réalité.
Hein, voilà, si je suis encore une fois, que sais-je, un plombier, un paysan, voilà, je modifie la réalité par mon geste productif. Mais on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de labor, et labor en anglais veut dire une relation sociale. C'est travailler avec, travailler pour, travailler sous. Au fait, c'est la création d'un lien social autour de l'activité travaillée. Et pourquoi on dit digital? Pourquoi on ne dit pas numérique? Ça, évidemment, c'est une question qui revient tout le temps. Parce que numérique, évidemment, renvoie au latin numerus, donc, ou plutôt numerus, on le prononcerait à la française, mais numerus signifie le chiffre, au fait, renvoie, encore une fois, à l'opération mathématique. Mais ce travail-là n'est pas un travail de mathématicien, d'informaticien, d'ingénieur. C'est un travail, finalement, du digitus, qui veut dire tout simplement le doigt. Donc, le travail du doigt. À la limite, c'est le remplacement de la main d'œuvre par le doigt d'œuvre. Et le digital labor, de quelle manière se manifeste-t-il et quel est le lien qu'il entretient avec les intelligences artificielles et avec les plateformes, je vous l'avais dit. Et bien, finalement, ce travail, ce digital labor sur les plateformes numériques, aujourd'hui, prend 3 formes principales. Et j'en parle dans le livre, en fait, c'est 3 familles du digital labor. La première famille, c'est celle que vous avez sous les yeux, parce que finalement, on la voit dans nos rues. C'est le travail qu'on appelle à la demande. C'est le travail des chauffeurs Uber, c'est le travail des livreurs Deliveroo ou Uber Eats, mais c'est aussi le travail, par exemple, des personnes qui se rendent sur des plateformes de jobbing pour réaliser des petites tâches, ou de freelancing, c'est-à-dire des personnes comme des graphistes ou d'autres professions qui aujourd'hui passent par des plateformes spécialisées. Mais aussi, par exemple, le travail des personnes qui vendent des objets ou des services sur des plateformes spécialisées. Il y a par exemple des plateformes spécialisées dans le care des enfants, donc prendre soin des enfants ou des personnes âgées. Il y a par exemple des plateformes spécialisées en santé, donc des plateformes dans lesquelles vous pouvez demander et finalement acheter le travail d'une personne sans l'embaucher. Donc l'idée de base d'une entreprise comme Uber. Mais quelle est finalement l'étendue de ce travail? Vous l'embauchez, ou plutôt vous la recrutez, cette personne, pendant combien de temps? Pendant un jour? Non, beaucoup moins que ça. Pendant 1 heure? Parfois beaucoup moins que ça. Parfois, vous recrutez ces personnes pour un temps extrêmement limité, et là on rentre dans la deuxième famille, ce qu'on appelle le micro-travail. Micro-travail, c'est un peu le même principe, même si peut-être vous ne l'avez jamais rencontré dans votre vie, pas encore, mais je vous assure, vous risquez de le rencontrer très bientôt. Le micro-travail est réalisé sur des plateformes dans lesquelles des personnes sont recrutées pendant quelques minutes, voire parfois quelques secondes, pour réaliser des opérations extrêmement simples. On appelle donc ces opérations des micro-tâches. Micro-tâches, évidemment le nom l'indique, c'est des opérations extrêmement petites, extrêmement routinière et parfois très très simple. Parfois, il faut, que sais-je, regarder une image et dire si dans cette image il y a un chat ou un chien. Ou par exemple, il faut lire une phrase et préciser si cette phrase est écrite en français ou en anglais. Ou regarder une courte vidéo de 3 secondes et préciser si dans cette vidéo il y a une voiture ou un être humain. Ça sert à quoi? Vous allez voir, c'est une opération cruciale pour les intelligences artificielles, pour la production des intelligences artificielles. Et après, il y a aussi d'autres formes de travail, de digital labor, en fait, de travail digital, celles que chacun d'entre nous réalise sur les plateformes dites sociales. Donc, par exemple, les Twitter, les Facebook, les WhatsApp, donc la production de données sur ces plateformes et la production de contenu. Chaque texte que vous échangez sur WhatsApp, chaque photo que vous produisez et mettez en ligne sur Facebook, chaque vidéo que vous regardez ou mettez en ligne sur YouTube, produisent de la valeur. Cette valeur, finalement, est monétisée par ces plateformes. Donc, d'une part, effectivement, ces plateformes profitent de ce que vous mettez en ligne comme une source de revenus, mais
ces mêmes contenus produisent des données qui sont utilisées, encore une fois, pour faire des intelligences artificielles. Restez avec moi, je vais vous montrer comment. Tout d'abord, précision importante, ces 3 familles se situent sur un continuum entre travail sous-rémunéré, c'est le travail des livreurs Deliveroo par exemple, on ne peut pas dire qu'il devient riche grâce à ça, au contraire, il s'enfonce dans une situation, dans un piège de la précarité. Un travail, de l'autre côté, micro-rémunéré, c'est-à-dire un travail rémunéré à la pièce, dans la presque totalité des cas, et très très faiblement rémunéré. Vous allez voir qu'il est question de quelques centimes d'euros, voire moins, pour réaliser ces micro-tâches. Et on y est presque. Si on est payé 1 centime pour produire de la data, eh ben, on glisse presque sans s'en apercevoir dans le travail dit gratuit. Moi, je mets ce gratuit entre beaucoup de guillemets, parce que la gratuité est un concept assez complexe sur des plateformes numériques qui ne sont pas des marchés à l'ancienne. Je ne vais pas rentrer dans cette question, mais au fait, c'est des marchés d'un type particulier qu'on appelle des marchés bifaces, c'est-à-dire dans lesquels il y a toujours quelqu'un qui paye. Finalement, il y a toujours quelqu'un qui va payer pour l'utilisation de Google ou de Facebook. Typiquement, sur Google, c'est les annonceurs. Ils doivent payer, ils doivent mettre de l'argent pour que d'autres personnes de l'autre côté, donc l'autre face du marché, puissent s'accorder cette gratuité qui est largement illusoire. Alors, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le détail, de ces 3 familles, pour vous donner des exemples précis, parce que ça peut paraître en même temps un peu rapide, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment de l'ordre du lien entre les plateformes, les données qu'on produit sur ces plateformes et l'automation, et donc finalement la création d'intelligence artificielle. Commençons par une entreprise dont on a beaucoup parlé les 3-4 dernières années, Uber. Uber, évidemment, a été au centre tout un ensemble de controverses, d'actions en justice, d'actions sociales aussi, donc des revendications des taxis classiques d'un côté, des chauffeurs VTC Uber même contre Uber de l'autre côté. Parfois, on avait évidemment les taxis qui cherchaient à revendiquer leur droit à être protégés suite évidemment à tout un ensemble d'accords publics qui avaient été établis autour de l'activité taxi. Et de l'autre côté, évidemment, les chauffeurs Uber qui, dans plusieurs pays, y compris en France, ont cherché à se faire requalifier en salariés de l'entreprise, sans toujours y réussir. Or, la question principale, et le problème peut-être principal d'Uber, ou plutôt de la puissance publique face à Uber, est que Uber se présente comme une entreprise de transport de transport urbain, pas de public, même si, à la limite, c'était un lapsus révélateur. Je pense qu'à un certain moment, on va y arriver. De transport urbain, mais en réalité, je vais dire, cette activité de transport urbain est une façade. La vraie activité est une activité de production des données. Si vous êtes un chauffeur Uber, selon certaines estimations, à peine 41% de votre temps se passe au volant, en train de conduire. Le reste du temps, qu'est-ce que vous faites ? Le reste du temps, vous passez votre temps sur la plateforme Uber et notamment sur l'application Uber. Vous passez votre temps sur votre smartphone à regarder l'application Uber et à jouer avec. Quand je dis jouer avec, il y a en effet des éléments de jeu dans l'application Uber. Par exemple, sur Uber, si vous êtes un chauffeur, et même à la limite, si vous êtes un passager, vous êtes invité à mettre votre photo, choisir votre prénom ou nom. Ce n'est pas toujours le vrai nom. Par ailleurs, voilà, cette photo n'est pas choisie au hasard. Vous devez choisir la photo qui vous met en valeur, avec la bonne lumière, le bon cadrage. De ce point de vue-là, Uber est un Tinder comme les autres. Donc c'est une application dans laquelle vous cherchez à trouver non pas la personne avec laquelle vous allez passer votre soirée dans un contexte romantique ou sexuel, mais la personne que vous allez déposer à tel ou tel endroit de votre ville. C'est une question de match, c'est-à-dire de mise en relation de 2 personnes, en l'occurrence un chauffeur et un passager et non pas 2 amants. Mais vous passez aussi énormément de temps à gérer, par exemple, d'autres aspects, que sais-je, de l'application Uber. Par exemple, vous passez du temps à choisir le créneau dans lequel vous allez travailler.
Parfois, certains créneaux vous donnent droit d'accéder à des rémunérations plus importantes, donc évidemment, on a intérêt à y être, ou parfois, vous passez du temps à produire des données de type particulier, par exemple en répondant à des messages qui vous arrivent sur l'application. Parfois, ces messages vous arrivent depuis la centrale de dispatch, parfois, ces messages vous viennent des passagers même. Vous passez aussi énormément de temps à produire des données de géolocalisation, c'est-à-dire des données relatives à votre trajet. Parce que Uber, surtout dans le passé, avait une fâcheuse tendance à vous proposer, si vous êtes un chauffeur, des trajets à vol d'oiseau. Donc, par exemple, vous disiez, pour passer du point A au point B, c'est 32 minutes, parce que de toute façon, vous allez tracer à travers les montagnes et les rivières. Mais en même temps, donc voilà, les chauffeurs ont très très vite développé un réflexe qui consiste grosso modo à installer une autre application, souvent à se servir d'un deuxième téléphone, sur lequel ils ont installé par exemple Waze, qui est une autre application un peu plus précise. Effectivement, dans le traçage des trajets GPS. Il y a aussi énormément de jeux, je vous disais. C'est une application qui est basée sur un principe qu'on appelle de ludification. Donc ludification veut dire on transforme ça dans un jeu, même dans un jeu un peu agonistique, dans lequel il faut se dépasser, il faut être meilleur que les autres. Donc par exemple, si vous êtes un chauffeur Uber, vous passez aussi énormément de temps à gérer vos statistiques. Est-ce que vous avez par exemple accepté suffisamment de trajets cette semaine, mieux ou moins que la semaine passée? Est-ce que vous avez gagné assez d'argent ou plus que d'autres personnes autour de vous? Est-ce que vous avez effectué suffisamment d'heures de travail? Et certainement le jeu le plus beau et le plus dangereux, si vous êtes un chauffeur Uber, c'est celui qui consiste à gérer ce petit numéro qu'on appelle le score de réputation. Le score de réputation est calculé sur la base de tout un ensemble d'indicateurs. Par exemple, parfois c'est les passagers même qui vous évaluent, donc qui vous donnent une note. Est-ce que vous avez été suffisamment précis? Est-ce que vous avez bien conduit? Est-ce que votre véhicule était propre? Est-ce que vous avez parlé trop peu? Qui sait? Bon, toujours est-il que si votre score de réputation de chauffeur descend en dessous d'un seuil critique qui aujourd'hui en France est de 4,6, vous êtes discontinué, déactivé, qui est la chose la plus proche chez Uber, un licenciement. Alors, c'est problématique et en plus, je vous assure, ce n'est pas la seule question, disons, liée aux données que, si vous êtes un chauffeur Uber, vous devez gérer. Il y a aussi tout un ensemble d'activités qui sont liées à la gestion algorithmique de la force de travail chez Uber. Je vais rentrer un peu plus dans les détails dans un aspect, vous en avez certainement entendu parler, l'algorithme de Uber, ce qu'on appelle l'algorithme de tarification dynamique. Ce qui se passe sur Uber, vous ne payez pas toujours le même prix. Parfois, vous payez un trajet, imaginons à 10 h du matin, vous le payez 10 €. 10 h le soir, s'il pleut, et en plus vous êtes dans un endroit un peu particulier, imaginez un endroit un peu chelou, là vous allez le payer 40 €, le même trajet, la même distance. Comment ça se fait? Ça se fait de cette manière-là. Au fait, si vous êtes un chauffeur Uber, la ville rassemble à ça, un ensemble de zones qui sont jaunes, oranges, rouges. C'est des zones dans lesquelles vous êtes plus ou moins payé. Donc, grosso modo, si vous êtes là, le même trajet coûte 10, si vous êtes là, coûte 43. Pourquoi? Parce qu'au fait, Uber applique ce qu'on appelle un coefficient de multiplication. Un coefficient de multiplication qui rassemble à ça. Donc, encore une fois, il y a des moments de la journée ou des moments particuliers ou des endroits particuliers dans lesquels il décide, et c'est d'une manière presque capricieuse et arbitraire, que ce même trajet, vous allez le payer 7 fois plus que d'habitude. Comment font-ils pour établir quel est exactement ce coefficient de multiplication, finalement? Eh bien, ils le font en temps réel sur la base je me rends compte que là, on le voit relativement mal, sur la base, en gros, du nombre de personnes, de passagers au fait, qui se connectent en même temps à l'application mobile. Si sur une plage horaire de 15 minutes, Uber a
reçoit le signal que, par exemple, plus que 10, 50, 100 personnes dans le même secteur ont besoin d'une voiture, d'un VTC, eh ben, justement, ils font monter le prix pour attirer des chauffeurs. C'est un principe assez simple de faire rencontrer la demande et l'offre. Alors là, je vous donne un exemple. En fait, ce graphique est un peu illisible, mais il y a toute une histoire derrière, une histoire très belle qui nous a été racontée, moi et mes collègues, par des gens de chez Uber, des scientifiques qui travaillent pour le Research and Development, la recherche et développement de chez Uber. Et donc, ils ont fait cette petite expérience pendant le concert de Ariana Grande, idole des jeunes, au Madison Square Garden de New York en 2015. Donc imaginez-vous, le Madison Square Garden, c'est une salle énorme qui fait plusieurs milliers de places, et donc plusieurs milliers de personnes, à la fin de ce concert de Ariana Grande, avaient envie de rentrer chez eux, peut-être parce qu'ils n'en pouvaient plus d'elle. Mais, donc, en grosso modo, certains, évidemment, habitent très proche très près du Madison Square Garden, certains vont emprunter le métro, mais un nombre important de personnes fait la même chose. 15 minutes avant, plus ou moins, se connectent à l'application Uber et regardent combien coûte le trajet qui va les ramener chez eux. Et, mauvaise surprise, le premier peut-être va remarquer que ce trajet va coûter 10 dollars plutôt, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc., au bout du 2 millième, ce même prix était monté jusqu'à 4 fois plus. Donc il était monté jusqu'à 40 €. Et alors vous dites, bon, bonne nouvelle pour le chauffeur, mauvaise nouvelle pour le passager. En même temps, le passager aussi n'est pas dupe. Le passager est un producteur de données comme les autres. Qu'est-ce qu'il fait le passager ? Le passager attend. Peut-être qu'il va se dire, bon, je vais attendre une quinzaine de minutes, voir si le prix redescend. Ou alors, le passager, peut-être que vous-même vous l'avez fait, commence à faire son travail de rabattement. Donc il commence à se déplacer avec son smartphone à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, en espérant de rentrer dans un secteur dans lequel le prix va baisser. Donc vous voyez, il y a tout un travail de production de données et de gestion de ces données de la part du chauffeur, de la part du passager aussi. Parce que le passager aussi est un producteur de données comme les autres. J'en veux pour preuve le fait que nous-mêmes sommes évalués par Uber. Ça, c'est mon score de réputation sur Uber. J'ai 5 étoiles. Parce que je suis une personne merveilleuse, je souris toujours, et voilà. Donc, en même temps, si j'avais un score plus bas que cela, j'aurais du mal à trouver le VTC qui me fait rentrer chez moi à 3 heures la nuit, par exemple. Et par ailleurs, ils ont une fâcheuse tendance chez Uber à apparier, à mettre ensemble les mauvais chauffeurs et les mauvais passagers. Donc, c'est une manière de, sans me licencier, parce que je ne suis pas, encore une fois, un salarié, c'est une manière de me dire dégage de ce service. Et si vous êtes sur Uber, vous produisez aussi des données d'autres types. Par exemple, vous êtes géolocalisé en tant que passager par Uber, qui est capable ensuite de revendre vos données à tout un ensemble d'entreprises. Par exemple, il peut le revendre à des entreprises spécialisées en publicité. Il peut les revendre, vos données, à vos propres municipalités, par exemple, pour gérer le trafic ou développer des applications de Smart City, de villes intelligentes. Mais attention, vos données servent surtout à une finalité cruciale, et là on revient à la question des intelligences artificielles, elles servent pour entraîner des intelligences artificielles de type particulier. Parfois, elles servent pour entraîner des algorithmes de GPS, donc de finalement définition des trajets, mais surtout pour entraîner des robots d'un type particulier, des robots sur roues qui sont des véhicules autonomes. Vous avez certainement entendu parler du fait que Uber, en tant que plateforme, a effectivement cette activité non négligeable de vente de services de transport urbain, mais elle développe aussi un programme très ambitieux de véhicules sans chauffeur. Or, là aussi, l'imaginaire est trompeur. Quand on nous dit véhicules sans chauffeur, on s'imagine un peu un scénario de ce type-là, peinard, on va au boulot, peut-être, voilà, on a un café, on lit notre journal, personne ne regarde la rue,
personne ne conduit à proprement parler. Il n'y a pas de chauffeur. Or, la réalité, tristement, est fort différente. Comme on l'a vu l'année passée, au fait en mars 2018, quand il y a eu le premier accident mortel de véhicules autonomes, et c'était, manque de bol, un véhicule Uber. Donc ça, c'est l'image qui a été enregistrée par le véhicule autonome de Uber, de la caméra braquée vers l'extérieur du véhicule, donc 1 seconde avant l'accident. Donc c'était une personne, il y avait une personne qui, avec son vélo, traversait, en dehors des clous, la nuit sur une route en Arizona. Et donc ça, c'est l'image 1 seconde à l'extérieur, 1 seconde avant. Alors par contre, regardons l'image 1 seconde avant l'accident fatal à l'intérieur du véhicule. Ce véhicule sans chauffeur, finalement, avait un chauffeur. Il y avait une personne qui était en train de conduire. En fait, cette personne semble endormie. En réalité, elle est en train de regarder, de suivre la conduite sur un écran. C'est ce que Uber s'obstine à ne pas appeler un chauffeur, mais il l'appelle une opératrice de conduite, un opérateur de conduite. Donc, une personne qui accompagne le véhicule autonome, mais qui n'est pas un chauffeur. Et c'est un travail d'invisibilisation de cette figure professionnelle, finalement. Et quand je dis invisibilisation, ce n'est pas une exagération ou un goût de sociologue pour les mots inutilement complexes. Je parle vraiment d'une tentative de cacher ce travail. Cette image que vous voyez là, peut-être vous avez remarqué, il y a quelque chose d'un peu spécial dans ce fauteuil. Il y a des mains qui sortent et qui sont les mains du véritable chauffeur qui se cache derrière le fauteuil. Ce n'est pas une image satirique. Ça, c'est vraiment un prototype d'un véhicule autonome de l'entreprise Ford. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, il y a énormément de travail qui est nécessaire pour faire rouler ces véhicules autonomes. Ce véhicule autonome, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais eu affaire à ces dispositifs, rassemble un véhicule tout à fait banal, normal, sauf qu'ils ont une spécialité, ils sont des véhicules qui communiquent et qui enregistrent des données. Ils les enregistrent grâce à ce dispositif qui s'appelle un LiDAR. Le LiDAR est une caméra, radar, laser, capteur qui enregistre tout ce qui se passe autour du véhicule. Et ce qui se passe autour du véhicule, on a besoin de le traiter. C'est des données qui ont besoin d'être analysées, annotées, pour que le véhicule apprenne, par exemple, à départager un autre véhicule d'un panneau de signalisation. Sauf que un véhicule autonome n'est pas capable d'entrer, de savoir que ça, c'est une autre voiture, ça, c'est un panneau de signalisation, ça, c'est par exemple un piéton, et ainsi de suite. Il faut que quelqu'un enseigne à un véhicule autonome à faire ça, à reconnaître ces objets. Qui enseigne aux véhicules autonomes ? Eh bien, si on écoute Uber, les enseignants rassemblent à ça. C'est des jeunes à casquette, blonds. Lui, il fait un peu de mansplaining, il raconte à la fille, voilà, c'est des images promotionnelles de Uber. En réalité, après, la réalité de terrain est un peu différente. Les entraîneurs des véhicules autonomes rassemblent plutôt à ça. Je vous rassure, ce n'est pas les enfants, c'est papa. Donc voilà, c'est des personnes qui sont beaucoup moins blonds, souvent ne sont pas aux États-Unis, souvent sont dans des pays à faible revenu ou des pays émergents et travaillent parfois dans des contextes qui rassemblent à ça, donc finalement des usines à clics. Et ce n'est pas parce qu'ils sont oisifs qu'ils passent, ils ont vraiment des très très longues journées, ils ont des rythmes de travail assez endiablés et parfois justement c'est un travail à très très forte pénibilité, le travail d'entraîner les véhicules autonomes. Il y a donc parfois vraiment des structures physiques, parfois il y a vraiment des bureaux qui sont consacrés à ça. Google a pratiquement le même type de programme que Uber, Tesla idem, donc ils ont carrément créé des endroits physiques, mais parfois ces personnes sont recrutées, et là on rentre dans la deuxième famille, sur des plateformes spécialisées. Des plateformes spécialisées sur lesquelles vous pouvez recruter une personne qui entraîne
vos robots, entraîne vos intelligences artificielles. Je vous en montre deux. Voilà. Donc, l'une s'appelle Amazon Mechanical Turk, et donc, comme le nom l'indique, a été lancée par Amazon il y a une quinzaine d'années déjà. Et l'autre s'appelle UHRS, qui est la même chose chez Microsoft. Au fait, c'est des plateformes qui sont faites pour créer de l'intelligence artificielle artificielle. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment Jeff Bezos, le créateur de Amazon, qui a dit que sur Amazon Mechanical Turk, on fait de la artificial intelligence. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Amazon Mechanical Turk? Non. Alors, rapidement, de quoi il est question? C'est une plateforme qui n'a rien à voir avec la Turquie, mais qui est basée sur une métaphore, ou plutôt voilà, sur un exemple historique d'un Turc mécanique joueur d'échecs. C'était un automate inventé au XVIIIe siècle par un ingénieur autrichien qui s'appelait von Kempelen et qui avait inventé, donc, grosso modo, soi-disant, la première intelligence artificielle. La première intelligence artificielle, c'était ce robot joueur d'échecs qui était capable de challenger et de battre des joueurs humains. Mais pour ce faire, il devait être capable de simuler le processus cognitif d'un joueur d'échecs humain. Donc il devait être intelligent comme un joueur d'échecs. Petit problème, à l'intérieur du Turc mécanique se cachait une personne qui n'était pas probablement turque, mais qui n'était pas mécanique non plus. C'était un être humain caché à l'intérieur du robot. Qui était-il? Bon, il y a plusieurs hypothèses. Certains disaient qu'il s'agissait d'un soldat russe qui avait perdu ses jambes en bataille, donc pas turc mais russe. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un enfant très mince qui pouvait donc arriver à faire bouger les bras du turc joueur d'échecs. Edgar Allan Poe, qui était un raciste féroce, disait qu'il s'agissait d'un Italien brun et bossu. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour l'époque, encore une fois, pour l'époque, c'est une manière d'indiquer l'autre, l'étranger. C'est une manière d'indiquer la chose la plus éloignée du joueur d'échecs sublime. Ce n'était pas un grand maître des échecs. À chaque fois, les hypothèses convergent, enfin divergent certainement, mais convergent sur un fait. On n'a pas affaire à un expert. On n'a pas affaire, donc aujourd'hui, on n'aurait pas affaire pour entraîner les robots d'aujourd'hui à des ingénieurs, à des sublimes du code. On a affaire à des Turcs mécaniques d'un type particulier. C'est des personnes qui sont recrutées pour faire un travail assez abrutissant, assez aliénant, assez répétitif, qui consiste par exemple non pas à écrire du code, mais à regarder, que sais-je, des tickets de caisse et de dire, bon, c'était quoi cette transaction? Est-ce qu'on a acheté des bananes ou des skis? Donc, normalement, vous dites, une intelligence artificielle est censée le savoir. Non, hélas. Les intelligences artificielles ne naissent pas intelligentes. Elles ont besoin d'apprendre. Encore une fois, apprentissage automatique, c'est le terme désigné, l'expression désignée. Donc, de la même manière, par exemple, une intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance d'images n'est pas capable de départager une bouteille d'un verre. Il faut que quelqu'un ajoute, par exemple, sur l'image, voilà, label, étiquette, bouteille, étiquette, verre. Donc ces personnes sont recrutées sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk et sont payées très, très faiblement. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais par exemple, pour des micro-tâches, on est payé 2 centimes, 1 centime, voire parfois 0 centime. Et à la fin du mois, on reçoit une microfiche de micro-paye dans laquelle on a listé tout ce qu'on a fait sur ces plateformes. Alors, ce n'est pas seulement Amazon. Je vous disais, par exemple, pour faire marcher peut-être le pire moteur de recherche du monde, qui s'appelle Bing, de Microsoft, Microsoft a inventé une plateforme un peu du même type, qui s'appelle UHRS. Et Google même, qui se présente évidemment comme l'entreprise la plus performante du monde, pour faire marcher Google, a dû créer une plateforme d'évaluation des résultats de recherche. Parce que, figurez-vous, l'algorithme du moteur de recherche de Google se trompe. Donc elle rassemble à ça. Ça, ce n'est pas la vraie interface. On n'a pas eu droit de faire une capture d'écran. Et même si vous avez un smartphone Apple, et il y a aussi une plateforme de micro-travail pour améliorer une application en particulier qui est celle des cartes. Donc en fait, Map s'appelle. Et donc pour améliorer ces types d'applications, Apple, par exemple, a dû inventer sa propre plateforme de micro-travail qui s'appelle TryRating. Qu'est-ce qu'on fait sur ces plateformes de micro-travail? Je vous donne des exemples qui sont tirés de notre recherche sur le micro-travail en France, qu'on vient de publier, et vous allez voir que
parfois c'est quelque chose d'assez ridicule et parfois c'est quelque chose d'assez inquiétant. Premier type d'activité sur les plateformes de microtravail, c'est ce qu'on appelle en anglais la préparation de l'intelligence artificielle. Préparation veut dire qu'il faut, par exemple, entraîner des intelligences artificielles. Voilà une personne qu'on a interviewée en 2017, une microtravailleuse française, dont le métier, entre guillemets, dont les tâches consistaient à entourer des tomates. Finalement, elle devait regarder des photos de tomates et dessiner des carreaux autour de ces tomates. Donc, verbatim de son entretien, entourer une tomate, on a l'image d'un plat et on nous dit entourer une tomate. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde sait ce qu'est une tomate. Enfin, j'espère. Après, si c'est là, je me dis que ça doit bien servir à quelqu'un pour quelque chose, mais pourquoi, je ne sais pas. Au fait, c'était une personne, encore une fois, qui était payée à la hauteur de quelques centimes pour chaque photo qu'elle traitait. Mais la question est que ce n'est pas seulement une question d'annoter les images, améliorer les données, ce n'est pas seulement une question d'entraîner les intelligences artificielles. Parfois, les intelligences artificielles, il faut vraiment les nourrir de données. Donc, nous, on a aussi interviewé des personnes qui étaient des propriétaires de plateformes et d'entreprises. Voilà une entreprise qui, par exemple, produit des logiciels pour objets connectés, comme les enceintes connectées dont je vous ai parlé. Cette personne dit, si tu vas sur notre site aujourd'hui, tu peux créer un assistant vocal, donc tu peux créer une intelligence artificielle. Mais comment tu la crées? Eh bien, tout simplement, tu cliques sur ce bouton qui s'appelle Data Generation, donc création de données, et comme c'est un service payant, tu payes 100, 250, 500 €, et derrière, ça va automatiquement envoyer une requête finalement à Amazon Mechanical Turk. Donc finalement, les personnes qui génèrent les données pour les intelligences artificielles, eh ben, c'est des personnes qui sont recrutées sur Amazon Mechanical Turk. Je vous donne un exemple un peu plus précis qui est, par exemple, celui de cette entreprise. Imaginez que vous avez une enceinte connectée et que vous voulez enseigner à votre enceinte connectée à faire du karaoké. Vous avez besoin de quoi pour une application de karaoké? C'est quoi la base du karaoké? Beaucoup de titres de chansons, même à la limite. À la base, oui, effectivement, il faut des titres de chansons pour que je puisse dire à l'intelligence artificielle, que sais-je, passe la base de la chanson de Madonna X ou Y. Après, évidemment, oui, il faut des données vocales du type, il faut que cette intelligence artificielle soit capable de reconnaître la voix humaine. Donc il faut effectivement des données de ce type-là. Et même à la limite, il faut des données vocales pour réveiller l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, pour lui dire ce qu'on appelle là le mot réveil, que sais-je, Siri, fais ça et ça. Donc Siri ou OK Google. Voilà, ça c'est typiquement pour réveiller l'intelligence artificielle. Mais comme les êtres humains ont des voix différentes, des accents différents, des bruits de fond différents, il faut énormément d'exemples de ce type-là. Et ces exemples-là, il faut les payer. Et finalement, ils les payent en allant recruter des personnes sur Amazon Mechanical Turk et d'autres. Deuxième activité de vérification. L'activité de vérification est peut-être la plus inquiétante. Parce que même quand vous avez lancé une intelligence artificielle, même si cette intelligence artificielle fonctionne, vous avez besoin de vérifier que le résultat de cette intelligence artificielle corresponde à ce qu'elle promet de faire. Donc il y a des personnes, comme cette microtravailleuse qu'on a interviewée en mai 2018, dont le métier consistait à écouter ce que vous dites à vos intelligences artificielles. Donc vous parlez avec Siri, elle écoute et vérifie que Siri a vraiment bien interprété ce que vous avez dit. Et cette personne était payée pour écouter des extraits audio très courts, par exemple de 3 à 15 secondes, et elle devait en réaliser énormément. Elle devait en réaliser, soi-disant, 120 par heure, ce qui est physiquement impossible. Donc finalement, elle n'arrivait jamais à suivre le rythme. Donc vous voulez peut-être voir à quoi ressemble une tâche de ce type-là, et après on va vers la fin, je vous rassure. Voilà, donc ça c'est non pas une capture d'écran, mais une photo de son écran pendant qu'elle réalise une tâche. Donc elle écoute une conversation et elle regarde ce que l'assistant virtuel a compris. Et l'assistant virtuel a écouté cette courte conversation et dit, bon, cette personne a dit Ben Laden, le mot alors. Attention, peut-être que là on prépare un attentat terroriste. Pourquoi cette personne nomme Ben Laden à la présence de son enceinte connectée? Et après que cette microtravailleuse a écouté avec son oreille française, francophone, cette courte conversation, elle dit non, au fait, l'intelligence artificielle s'était trompée, la bonne retranscription est donne-le-moi alors.
Heureusement, la police ne va pas débarquer chez cet utilisateur, voilà quelqu'un de satisfait, voilà aussi une très très grave violation de la vie privée de cette personne, parce que je peux vous assurer que cette microtravailleuse et d'autres ont écouté vraiment tout et n'importe quoi, parce que ces enceintes connectées ne respectent pas votre vie privée. Et en plus, ils vous mettent face à une situation d'intelligence artificielle qui est censée être autonome et qui n'est pas autonome. Et là, on en vient à la troisième et peut-être la plus problématique de ces activités. Parfois, des microtravailleurs et microtravailleuses font de la simulation, donc en anglais on dit impersonation, de la simulation d'intelligence artificielle. Ils font semblant d'être des intelligences artificielles. Ça, c'est un cas dont je parle au tout début de ce livre. En fait, c'est la première page. C'est une personne qu'on a interviewée qui, en 2017, qui, au fait, était payé pour faire semblant d'être une intelligence artificielle. Il travaillait pour une start-up qui vendait de l'intelligence artificielle, mais qui, en réalité, n'avait pas d'intelligence artificielle. Au fait, ce qu'il faisait, c'était de déléguer, de délocaliser les tâches qui, normalement, auraient dû être réalisées par l'intelligence artificielle à des personnes à Madagascar, donc à Tananarive. Et donc ces personnes-là étaient payées moins qu'une centime pour, par exemple, donner des recommandations, faire des analyses, collecter des données, et ainsi de suite. Et aussi d'autres, par exemple, je ne vais pas lire la citation en bas, mais ça c'est une autre entreprise française qui fait de la prise de rendez-vous par intelligence artificielle, et on découvre qu'au début, c'était les dirigeants et les fondateurs même de l'entreprise qui devaient simuler l'intelligence artificielle, faisaient semblant d'être de l'intelligence artificielle. Or, ça peut paraître quelque chose de très grave, une arnaque, voire quelque chose d'illégal, mais malheureusement pour nous, c'est la base même de ce qu'on appelle la artificial intelligence, donc l'intelligence artificielle. Parce que finalement, Amazon Mechanical Turk a été inventé pour faire non pas des logiciels et des intelligences artificielles basées sur le code, mais basées sur du code qui crée des microtâches humaines. Donc, je vous donne un exemple très rapide. Imaginez que vous avez, par exemple, une application mobile qui vous donne des suggestions sur que faire de sympa ce soir à New York ou à Paris. Pour faire cette application mobile, vous avez besoin d'une base de données mise à jour, d'un algorithme de tri qui vous donne la bonne recommandation, d'un ensemble de mécanismes de personnalisation, parce que la bonne recommandation pour moi est complètement différente de celle pour vous, etc., etc. Ou alors, vous faites quelque chose de très simple. À chaque fois que quelqu'un demande à cette application « Qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire ce soir à New York ?», paf, cela publie directement sur Amazon Mechanical Turk une petite tâche, et des dizaines, voire des centaines de personnes donnent leurs suggestions. C'est simple, c'est presque gratuit, parce qu'effectivement vous payez très peu. Vous pouvez même choisir de ne pas payer, parce que le requérant a toujours la possibilité de ne pas payer le microtravailleur. Et en plus, vous vous retrouvez dans une situation de quelqu'un qui n'a pas de fait inventé une intelligence artificielle autonome, mais a inventé un mécanisme de délégation du travail humain, mais un travail humain fragmenté, atomisé, en microtravail. Et je vais vers la fin en vous donnant aussi, encore une fois, des visages, pour associer des visages à ce travail humain. Le microtravail est souvent présenté par ces entreprises, encore une fois, comme quelque chose de très blanc, finalement, et très blond. Donc à chaque fois, on vous propose des microtravailleurs qui ressemblent à cette dame-là. Alors que la réalité de la grande masse des microtravailleurs, c'est différent. On va dire. C'est des personnes qui sont installées dans des pays comme les Philippines, dans des pays comme le Bangladesh, mais en même temps, il ne faut pas non plus croire ou tomber dans un piège de paternalisme qui consiste à dire, voilà, ces personnes-là sont exploitées. Oui, certes, ces personnes-là sont exploitées, c'est clair, du point de vue économique. En même temps, ces personnes-là ne sont pas passives dans cette situation. C'est-à-dire que des pays émergents comme la Chine et l'Inde, par exemple, sont des acteurs très présents et très actifs et très dynamiques de cette industrie du microtravail. Je vous donne un exemple, c'est une plateforme qui s'appelle Jubajie, qui est une plateforme chinoise qui fait à elle seule 15 millions de microtravailleurs.
15 millions de micro-travailleurs, Amazon Mechanical Turk en a à peine 500 000. Encore une fois, vous allez me dire, bon, enfin, en même temps, c'est une goutte dans la mer du travail, du marché du travail chinois, et en même temps, c'est une goutte qui fait 15 millions de personnes. Et si on regarde en plus où sont installés les micro-travailleurs, sur la base de ce qu'on a pu analyser, des données qu'on a pu collecter les années passées, et surtout dans le courant de la dernière décennie, on se rend compte qu'il y a une très très forte inégalité de répartition des personnes qui produisent du microtravail et qui sont plutôt installées par là, et des personnes qui achètent du microtravail qui sont plutôt installées par là. Donc chaque cercle, évidemment, représente un pays. Un cercle plus important indique qu'il y a plus de transactions en termes d'achat ou de vente de microtravail. Les pays qui ont un cercle rouge sont des pays finalement de micro-travailleurs, c'est les pays dans lesquels vous trouvez les micro-travailleurs. Les pays qui ont plutôt un cercle rose sont des pays qui achètent du micro-travail. Surprise, surprise, les pays dans lesquels vous trouvez plus de micro-travailleurs, c'est les pays à faible revenu. Donc en l'occurrence, pour cette plateforme-là, Pakistan, Bangladesh, Philippines, Inde, mais aussi Ukraine, Russie et Pologne, et Chine, pourquoi pas. Par contre, les pays qui achètent le micro-travail, c'est États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Australie. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Eh bien, il se passe que c'est des pays aussi qui ont énormément investi sur l'intelligence artificielle. Et aussi que ces données étaient des données 2013. Si on répétait la même étude aujourd'hui sur la même plateforme, on se rendrait compte de deux changements radicaux. Tout de suite, la Chine serait passée en rose, parce que la Chine est devenue l'une des principales productrices d'intelligence artificielle. On aurait une énorme poussée de l'Afrique, qui, comme vous voyez, est assez absente. Une énorme poussée, non pas de tout le continent sud-américain, mais d'un pays en particulier, qui est le Venezuela. C'est-à-dire que, pour des raisons géopolitiques que vous pouvez deviner, il y a énormément de personnes au Venezuela qui ont commencé à faire du micro-travail, mais surtout que la situation aurait aussi changé en France. Parce que la France est certes un pays qui produit des intelligences artificielles et qui donc achète du micro-travail, mais la France est aussi un pays dans lequel, selon notre étude qui en fait, a été publiée il y a 7 jours, et qui s'appelle le micro-travail en France, on a aussi énormément de micro-travailleurs. On a au fait jusqu'à 266 000 micro-travailleurs français. Parce que pour pouvoir finalement entraîner nos intelligences artificielles, on peut délocaliser jusqu'à un certain point. On ne peut pas tout délocaliser. Parfois, c'est pour des raisons stratégiques, parfois c'est pour des raisons de confidentialité, de secret industriel, parfois c'est pour des raisons de ce qu'on appellerait cohérence culturelle entre ce que votre intelligence artificielle fait et ce que le micro-travailleur doit injecter en termes d'information. Imaginez par exemple un micro-travail qui sert pour entraîner des véhicules sur des routes de Lyon, de Paris, de Marseille. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît un peu les endroits et les quartiers de Marseille, Lille, etc., etc. Ou alors, si vous devez entraîner des enceintes connectées qui sont déployées sur le marché français, là, vous avez besoin de toute la variété des accents français. Et donc, finalement, d'avoir des personnes qui sont recrutées, figurez-vous, voilà, Lille, Grenoble, Marseille. Paradoxalement, Paris n'arrive pas en tête, pour des tas de raisons. Et ces personnes-là, voilà, c'est des personnes qui sont recrutées pour faire exactement le même travail d'entraînement d'intelligence artificielle. Il y a énormément d'annotations d'images, par exemple, d'enregistrements vocaux, de recherche sur le web. Il faut aussi rédiger des courts textes ou saisir des données. Et ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Il y a aussi énormément d'anonymisation de CV. Donc, pas mal de personnes sont recrutées pour regarder les CV et les anonymiser. Écoutez, j'ai été trop long. Je ne peux pas vous parler de tout le reste. Je vais seulement vous quitter avec une image qui vous montre tout simplement à quel point plus on se éloigne d'un pays comme la France, dans lequel finalement les micro-travailleurs gagnent très très peu. C'est-à-dire que les micro-travailleurs en France, selon notre estimation, gagnent en moyenne 21 € par mois quand ils travaillent. Après, évidemment, il y a des problèmes même de manque. Alors, effectivement, c'est plutôt un travail qui accompagne un autre revenu, un revenu primaire et un revenu qui complète. Et en même temps, c'est des personnes qui sont relativement bien payées.
Par exemple, je vous donne des exemples de micro-travail, de travail du clic un peu particulier, parce que c'est finalement du travail de production de commentaires, voire de faux commentaires, il y a aussi ça. Par exemple, ce même travail, en France, était payé 70 centimes. Ça, c'est au fait quelque chose de très grave qui a été remarqué lors des dernières primaires de la gauche. Je vous assure, la droite est encore pire, mais voilà. Bon, bref. Et donc, dans ce contexte-là, pour inviter les gens à laisser des clics sur le site de la campagne des primaires de la gauche, ces personnes étaient payées 70 centimes, parce que c'est en France. Plus vous vous éloignez de la France, moins vous êtes payé. Par exemple, en Russie, vous êtes payé 0,1 centime. Et au Pakistan, vous êtes payé 0,06 centimes. Et en Indonésie, vous êtes payé 0,0008 centimes. Donc voilà, il y a des très fortes disparités, même dans le niveau de rémunération. Et c'est aussi ma manière de dire que quand vous êtes payé 0,00008 centimes, vous êtes presque dans le travail gratuit qu'est le travail de chacun d'entre nous. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de produire des données et finalement aussi d'entraîner des intelligences artificielles pour Facebook, Google et compagnie, on est en train de réaliser un travail gratuit. Je vous donne le tout dernier exemple de ce travail gratuit que certainement vous avez au moins une fois réalisé. Voilà, qui se rappelle de ça? Qui a déjà fait ça? Allez, ça s'appelle encore reCAPTCHA. reCAPTCHA était un dispositif qui était censé montrer que vous n'êtes pas un robot. Voilà. Alors, comment est-ce que vous faites pour montrer que vous n'êtes pas un robot? Vous devez retranscrire des mots difficiles à lire, ici dans cette case. Et pourquoi vous montrez que vous n'êtes pas un robot? Parce que finalement, un robot a déjà essayé et il a échoué. Et c'est quoi ce robot? Au fait, c'était l'intelligence artificielle de reconnaissance textuelle de Google Books, donc des livres de Google. Et finalement, quand vous faites ça, vous enseignez à l'intelligence artificielle de Google Books à lire ces deux mots-là. À tel point, c'était vraiment louche comme activité et vraiment à la limite de l'illégal que Google a subi une attaque en justice. Finalement, ils ont été l'objet d'un recours collectif de plusieurs centaines de personnes, d'utilisateurs de Google de l'État américain du Massachusetts, qui en 2015 ont demandé à Google d'être requalifié en employé, parce qu'ils avaient utilisé ça. Ils ont dit, moi j'ai produit de la valeur pour toi, j'ai bossé pour toi, je demande à être reconnu en tant que salarié. Le juge, à la fin, a donné raison à Google, mais, comme on dit en jargon, Google a eu chaud, et donc tout de suite a décidé de changer ce dispositif qui ne s'appelle plus aujourd'hui reCAPTCHA, il s'appelle NoCAPTCHA reCAPTCHA, et ressemble à ça. Voilà, donc tout simplement, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de reconnaître des mots, vous devez reconnaître des images. Alors là, j'ai choisi des images assez sympas, c'est des chatons, mais vous avez remarqué dernièrement que vous vous retrouvez très très souvent à reconnaître des voitures, des clous. Alors pourquoi? Parce que vous êtes en train d'entraîner une intelligence artificielle qui sert aux véhicules autonomes de Google. Et toute dernière image pour vous effrayer, pour vous laisser avec une sensation de crainte, parce qu'effectivement, il y a des éléments, il y a des choses à craindre. Pendant longtemps, Google a aussi utilisé ces reCAPTCHA pour entraîner ces systèmes de drones militaires qu'il vendait au Pentagone américain. Jusqu'à l'année passée, quand on est arrivé, je dis arrivé parce que j'ai participé aussi à cette campagne, à faire en sorte que Google arrête ce projet qui s'appelait le projet Maven et qui était capable d'entraîner des drones tueurs. Sauf que là, en l'occurrence, il vous disait à vous, reconnais-moi un hélicoptère, donc marque-moi toutes les cases dans lesquelles il y a un hélicoptère. Voilà, j'ai terminé avec cet exemple assez dangereux et donc on a un peu de temps pour échanger entre nous. Merci. Juste sur le dernier point, une question qui m'est tout à l'esprit. Si ça sert à apprendre au robot, au début ils ne savent pas, donc au début si on clique de façon complètement fausse, ils ne s'en aperçoivent pas. Vous parlez de reCAPTCHA là, donc. Oui, de reCAPTCHA. Alors voilà, je vous donne la réponse, est très simple. La réponse en réalité, vous avez toujours deux mots. Au fait, le robot connaît l'un des deux. Donc il a 50% de la réponse. Et sur la base de ça, il arrive à jauger si vous avez joué le jeu. Par contre,
Cela veut dire que sur 50%, normalement sur le deuxième mot, vous pouvez tricher. Et donc il y avait même des personnes qui s'étaient organisées déjà à partir de 2008 pour tricher contre Google et ajouter des jurons ou des mots vraiment insultants comme deuxième mot. Sauf qu'après, Google a compris que c'était toujours sur le deuxième, et donc il a commencé à proposer parfois le premier, parfois le deuxième, comme mot inconnu. Est-ce que c'était la réponse que vous attendiez? Oui. Oui. Merci pour votre exposé très éclairant sur la nouvelle division du travail. Maintenant, j'aimerais savoir quel est votre sentiment sur la notion d'économie collaborative ou contributive, c'est-à-dire un versant un peu plus optimiste de l'économie de plateforme, qui peut éventuellement postuler aussi qu'il y a des tendances, oui, collaboratives où les gens cherchent à coopérer ou à mutualiser des services ou des biens. Est-ce que, par exemple, à vos yeux, on peut opposer le modèle Uber avec le modèle Blablacar qui cherche plutôt à ce que les usagers de la route partagent des biens communs, etc. Voilà, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, je peux répondre. D'abord, d'entrée, d'où je parle, comme on disait à l'époque. Je parle d'une position qui est celle de sympathie profonde pour l'économie collaborative et pour toutes les alternatives aux plateformes à la Uber, à la Google et compagnie. J'ai longtemps travaillé, par exemple, avec une association qui s'appelle WeShare, qui est une association assez centrale en France et en Espagne et dans d'autres pays pour la constitution de l'économie collaborative. Et je conduis au moins 2 projets de recherche aujourd'hui sur ces plateformes-là. Ma réponse est que l'économie collaborative a représenté une promesse qui a été trahie par certains et par contre réactualisée par d'autres. Les personnes qui ont trahi cette promesse, c'est justement les Uber, c'est les Airbnb et c'est même les Blablacar à la limite, parce qu'ils ont en gros récupéré une vague de sympathie publique finalement pour ces initiatives qui se voulaient des initiatives de partage, de coopération, de collaboration et finalement ils ont injecté ou plutôt incrusté sur cette bonne volonté collective des dispositifs qui sont des dispositifs de création de profit assez inégalitaires et en plus assez orientés prédation, on va dire. C'est pas parce que vous conduisez sur Blablacar ou sur Uber que vous arrivez à être payé à la hauteur de la valeur que vous produisez pour ces plateformes. Par contre, où est-elle aujourd'hui l'économie collaborative? Est-ce qu'elle a été complètement balayée, détruite, ravagée par les plateformes à la Uber? Au contraire, non, elle est encore là, sauf qu'elle s'appelle d'une manière différente. Elle s'appelle, et c'est un mouvement qui existe aujourd'hui, Platform Cooperativism, donc le coopératisme des plateformes, est un mouvement qui a commencé autour de 2015 aux États-Unis et après en Europe, et qui faisait face au constat que, effectivement, l'économie collaborative telle qu'on l'avait imaginée, donc l'économie du partage, finalement, ce qu'on appelle en anglais le sharing economy, partagée de moins en moins, était de moins en moins collaborative et de plus en plus orientée profit. Et donc l'idée était de dire, on va créer des plateformes qui sont des coopératives, dans lesquelles les usagers sont aussi les propriétaires de la plateforme, comme justement dans des contextes mutualistes. Donc c'est une manière, d'une part, de pousser certaines entreprises capitalistes à adopter une approche coopérative, et dans d'autres contextes, c'est aussi une occasion excellente pour les coopératives, surtout européennes, mais aussi dans certains pays comme l'Inde, de réussir leur transformation numérique, finalement. Donc, d'un côté, vous avez des plateformes qui deviennent coopératives, de l'autre, vous avez aujourd'hui des coopératives qui deviennent plateformes. Et disons, à la convergence, à la rencontre de ces 2 tendances, on voit aujourd'hui arriver une nouvelle tendance, une nouvelle vague de l'économie qu'on appelait,
il y a 10 ans, collaborative. Donc, d'une part, elle n'est plus là, de l'autre, elle a changé et peut encore apporter tout ce qu'elle promet. Oui, je voulais donc aussi en parlant de coopératif et de micro-travail gratuit. J'aime bien souligner le rôle de Booking.com par exemple, et donc je prends Booking.com et La Fourchette. Voilà. Avec ces deux plateformes, finalement on obtient un guide Michelin gratuit. Et finalement, on le construit nous-mêmes, ce guide Michelin, en étant, comment je dirais, volontaire pour noter. Et justement, on ne voit pas trop de mouvements qui incitent à refuser la notation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer ou pas en réaction? Oui. Alors, en réalité, les mouvements, on les voit pas spécifiquement, par exemple, sur La Fourchette ou sur Booking, mais vous avez raison, effectivement, c'est le point problématique, c'est la notation. Mais même, à la limite, le fait de laisser des commentaires sur Amazon, finalement, est la chose qui nourrit l'algorithme de recommandation d'Amazon. Le fait, souvent, de liker ou de partager quelque chose sur Facebook, sur YouTube, est la base du fonctionnement des algorithmes de ces deux plateformes. Donc, ce n'est pas seulement sur les applications mobiles et sur sur les applications orientées prestations commerciales qu'on voit que la notation est vraiment cruciale. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme forme de résistance? Deux types. Donc la première est quelque chose que je considère extrêmement problématique, mais qui quand même a aujourd'hui assez de visibilité. C'est un mouvement de personnes qui disent finalement nos données produisent de la valeur, il faut se faire payer pour les données. Voilà, pour être court. Bref. Et alors, quelle est la partie intéressante? Effectivement, qu'on commence à reconnaître ou à mettre en visibilité le travail de production de valeur. La partie problématique est qu'on a déjà essayé de faire ça, c'est-à-dire cela arrive chaque jour sur Amazon Mécanical Turk. Et c'est pas c'est-à-dire que les personnes qui sont sur Amazon Mécanical Turk font la même chose que vous sur YouTube ou moi sur Facebook. Ils regardent des vidéos, ils partagent des choses, ils laissent des commentaires, ils notent. Et ils sont payés 0 à 1 centime, 2 centimes. C'est pas pour cela qu'ils sont payés à la juste valeur de leur contribution. Donc le fait de transformer cela dans une transaction privée, finalement, de particulier à particulier, qui n'est pas de particulier à particulier, c'est particulier versus une plateforme énorme, est problématique qu'en soi. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Notre deuxième solution, c'est l'idée de créer ce qu'on appelle des syndicats de données. Alors, ça, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce que les syndicats de données, ou parfois on les appelle les guildes de données, sont basés sur des personnes, sur des usagers qui ont vraiment une conscience très forte de chaque activité. Est-ce qu'à la limite, je pourrais dire, oui, ok, j'arrête de noter, oui, mais est-ce que j'arrête aussi de regarder? Par exemple, sur YouTube, j'arrête de noter les vidéos YouTube, j'arrête de laisser des commentaires, mais vous savez que YouTube, finalement, trace même votre temps de visionnage. Si vous regardez 3 secondes, c'est marqué, et donc il vous donne un score. Si vous regardez 1h30, c'est marqué, et vous avez un autre score. Donc le fait même d'arrêter ou d'exercer une certaine résistance à l'extraction de données et à la production de données, ça ne s'arrête jamais. À la limite, je pourrais dire, j'arrête de noter mon chauffeur Uber, mais Uber vous trace même quand vous avez éteint votre smartphone. Et il est capable, rétrospectivement, quand vous le réallumez, de se faire une idée de qu'est-ce que vous avez fait avec votre temps, votre espace et finalement votre vie. Donc effectivement, on est face à quelque chose d'extrêmement problématique aujourd'hui pour résister, pour échapper à cette forme de récupération, de captation de la valeur, finalement. Oui. Alors il y avait d'abord une question là. Un exemple m'a frappé, c'est de micro-travail, c'est entoure la tomate. Oui. Et je me suis dit, mais peut-être que toute une masse de ce travail, de ce micro-travail, est
est lié au fait que c'est une industrie quand même émergente et que ce travail-là aussi va finir Oui. et va se développer. Et parce que derrière toutes ces données de base, il y a quand même des algorithmes qui les traitent, ces données. Oui. Donc là, il y a des personnes qui Oui. travaillent. Et donc vous dites que finalement ce micro-travail va disparaître ou Peut-être ouais. même il a très vite apparu, il se développe extrêmement vite, il va peut-être retomber très très vite, Ok. puisque les bases seront acquises. Oui. Ok. Il y a peut-être des bases quand même de données relativement... Une tomate, on peut dire c'est universel. Quand on aura entouré toutes les tomates du monde, Oui. on aura fini. Alors moi, j'adorerais être d'accord avec vous, vraiment. Malheureusement, on en voit de plus en plus d'abord de ce micro-travail, c'est-à-dire ce micro-travail. Alors ouais, et en plus à une échelle globale, mais en plus, je répète, c'est du micro-travail qui, enfin, ces activités sont là depuis le début des années 2000. Le premier brevet d'une plateforme de micro-travail a été déposé par Amazon en 2001. Et après, ils sont devenus publics, c'est-à-dire ils sont passés en public en 2005. Donc déjà, on a vraiment un marché énorme. Selon certaines estimations, dans le monde, il y aurait plus de 100 millions de personnes qui micro-travaillent aujourd'hui. Alors évidemment, c'est des chiffres qui sont à traiter avec beaucoup de précautions, mais en même temps, on commence effectivement à avoir, quand on a des estimations un peu plus poussées, qu'il y a une disponibilité de masse, je ne dirais pas de main-d'œuvre, de doigts d'œuvre, effectivement, qui est de plus en plus importante. Et à la limite, les exemples que je vous ai donnés d'entraînement, vérification et imitation de l'intelligence artificielle sont aussi le signal du fait que l'entraînement, donc finalement le fait d'avoir entouré toutes les tomates du monde, n'est que l'un des aspects de ce micro-travail. Et finalement, ce n'est même pas le plus important. Parce que si vous regardez finalement ce qui se passe, c'est que vous avez de plus en plus d'intelligence artificielle sur le marché qui fonctionnent, mais qui doivent être mises à jour, qui doivent être adaptées à de nouveaux marchés, qui doivent apprendre de nouvelles langues, ou alors si c'est des véhicules qui doivent apprendre à rouler dans à de nouveaux endroits, et donc vous avez besoin de le réentraîner à chaque fois. Donc finalement, plus d'intelligence artificielle vous produisez, même si elles sont autonomes au début, plus vous avez besoin de les réentraîner et de les entretenir. Et vous le faites grâce à du micro-travail. Donc moi je dirais que ce dont on doit se préoccuper à ce stade-là n'est pas la disparition du micro-travail, mais de comment faire en sorte que ce micro-travail devienne une activité digne du point de vue humain. À l'ILO, donc c'est-à-dire en français serait le Bureau international du travail, on aura une conférence le mois de juillet sur cette question-là. Comment transformer le travail des plateformes dans un travail digne du point de vue de la dignité humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces personnes-là n'ont pas un contrat de travail. J'ai oublié de vous dire que ces personnes-là ne sont pas reconnues en tant que travailleurs. Ils sont reconnus comme usagers, participants, missionnaires. On utilise des drôles de prestataires, mais quand même, on ne les appelle jamais des salariés, jamais des travailleurs. Ils n'ont pas un contrat de travail. Souvent, ils signent un contrat qui ressemble à ce que vous signez, vous et moi, sans le lire, comme condition d'usage sur Facebook, Apple et compagnie. Amazon Mécanicature, qui est le plus génial de ce point de vue-là, il a inventé donc le mot qui, pour définir ses travailleurs, ils appellent les turqueurs. Donc il a inventé ce sobriquet, ce turc, Amazon Mécanicature, qu'ils appellent les turqueurs. Vous n'êtes pas des workers, vous êtes des turqueurs. Et la même chose pour la plus importante des plateformes françaises, qui s'appelle Full Factory. Ils ne appellent pas des travailleurs, ils appellent les fullers. Voilà. Donc il y a des manières de mettre à distance le travail et peut-être qu'il faudrait un peu le rapprocher de ces travailleurs et à la limite s'interroger non seulement sur des questions de rémunération, de protection sociale qui sont certainement très très importantes, mais même à la limite un truc très basique. Qu'est-ce que ça fait le fait d'avoir travaillé pendant 3 ans sur une plateforme comme Amazon Mécanicature ou Full Factory dans votre CV? Qu'est-ce que ça fait en termes de parcours de carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement est un trou noir qui est en train de détruire votre parcours professionnel, si vous êtes un jeune, si vous êtes une personne active, etc. Ou au contraire, c'est quelque chose qui vous a formé à faire quelque chose d'autre, par exemple, à travailler dans le secteur du numérique, ou à, que sais-je, à développer des réflexes ou des compétences que vous n'aviez pas auparavant. Aujourd'hui, on ne sait même pas si ce travail-là est capable d'enrichir la professionnalité d'une personne. Il faudrait quand même s'interroger sur ça. Voilà. Oui. Et après, il y avait... Dans le prolongement, quelle est la proportion
micro-travailleurs par rapport à des emplois plus gratifiants, plus nobles, qui font davantage appel aux capacités humaines dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puisqu'on dit que ça ne supprime pas d'emplois. Oui, oui. Non, non, mais c'est excellente question. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est des ordres de grandeur différents pour des raisons qui relèvent tout simplement des compétences nécessaires. Finalement, si par, disons, métier plus gratifiant, vous comprenez évidemment les experts en informatique, les ingénieurs, les informaticiens, les codeurs, etc., etc., ou même les freelanceurs qui ont des fortes compétences, les graphistes, les designers et ainsi de suite. Effectivement, pour pouvoir former ces compétences, il faut des années de préparation, d'éducation, de scolarité, et ainsi de suite. Donc la proportion n'est pas comparable avec un travail qui peut être réalisé par n'importe qui dans n'importe quelle condition. Parce que finalement consiste à regarder une vidéo et dire si cette vidéo c'était une vidéo musicale ou un extrait de film. En même temps, j'ai envie de dire, ces formes de micro-travail aujourd'hui représentent aussi finalement quelque chose de difficile à comprendre, enfin difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit je micro-travaille? Parce qu'il y a des personnes qui micro-travaillent chaque jour, et des personnes qui micro-travaillent une fois par mois, et des personnes qui micro-travaillent parce qu'ils se sont inscrits sur une plateforme de micro-travail, et après ils ont réalisé 2 tâches. Donc c'est pas vraiment comparable, parce que finalement les personnes qui font un travail gratifiant, normalement, ont transformé ce travail gratifiant dans leur activité professionnelle. Et j'ajouterai aussi un autre élément. Le micro-travail en France a une particularité, c'est la même chose aux États-Unis et en général dans les pays du Nord global. Ce n'est pas un travail qui fournit un revenu primaire, c'est un travail secondaire. 41% des personnes que nous avons enquêtées étaient des personnes qui avaient un travail à côté, qui avaient un emploi. Et 70% de ces personnes-là avaient un CDI. Donc là, à la limite, c'est une bonne nouvelle, voilà. En même temps, si quelqu'un, un CDI, a besoin de gagner quelques dizaines d'euros à la fin du mois, c'est parce que, effectivement, et là, effectivement, on se rend compte, et là où il ou elle a, par exemple, 7-8 personnes, non pas 7-8, mais quand même, on a rencontré des familles avec 4 enfants et femmes seules qui s'occupaient de ces 4 enfants. Et donc, dans ce contexte-là, même ces quelques dizaines, voire dans certains cas centaines d'euros, font une différence. Voilà. Donc, il y avait 1, 2, je crois. À quel point est-ce que l'intelligence artificielle est capable d'élargir davantage la différence de pouvoir d'achat entre les riches et les pauvres? Et comment est-ce que tant de gens sont capables de travailler presque comme dans l'esclavage? Est-ce que c'est parce qu'ils sont conditionnés de penser que de quitter c'est facile et on gagne un peu d'argent à côté, mais j'ai pas beaucoup exercé. Oui, c'est pas un effort. Voilà, c'est un effort facile. Oui, oui. Alors, excellente question. Alors, si on parle d'intelligence artificielle, finalement, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que je ne sais pas comment l'intelligence artificielle en tant que produit, en tant que technologie intelligente, impacte le pouvoir d'achat. Par contre, si on parle du digital labor, c'est-à-dire le travail du doigt nécessaire pour produire ces intelligences artificielles, eh ben, souvent, le micro-travail et en général le travail des plateformes est présenté comme une manière de booster, de faire augmenter le pouvoir d'achat des personnes qui le réalisent. Après, au bout de 10, dans certains cas 15 ans d'analyse, on se rend compte que non, ceci n'est pas le cas. Le pouvoir d'achat n'est pas augmenté autant en France que dans d'autres pays et dans d'autres continents, parce qu'on a ajouté cette couche de micro-travail aux activités au quotidien. Ce qui se passe, c'est que dans certains contextes et pour certaines personnes, effectivement, on a une promesse qui semble
presque se réaliser. Je vous donne un exemple. Dans notre enquête, on a interviewé par exemple des personnes à Madagascar, Cameroun et Côte d'Ivoire qui réalisaient des microtages pour des plateformes françaises. À Madagascar en particulier, c'était spécial parce que c'était l'année passée, selon les statistiques, on était passé d'un salaire moyen de 80 € à un salaire de 40 € en moyen au niveau national. Donc des personnes qui réalisaient des microtages et qui gagnaient jusqu'à 30 € par mois, eh ben, effectivement, ça faisait presque un double salaire. En même temps, ce qu'on ne vous dit pas est que pour pouvoir gagner 30 €, il faut en dépenser presque 25 pour s'assurer de la connexion Internet, tout un ensemble un bon équipement, de tout un ensemble d'autres activités, et par exemple de payer des commissions pour pouvoir être payé, parce que vous êtes payé via une banque en ligne, et cette banque en ligne prélève une commission. Donc finalement, sur les 30 € nominaux que vous avez gagnés, que vous voyez s'afficher, vous arrivez à récupérer beaucoup moins que ça. Et ça, c'est des manières, effectivement, de voir la décorrélation qui existe entre la promesse de pouvoir d'achat et, dans certains cas, la réalité du gain de ces plateformes. Voilà, donc ça, c'est un exemple que je pourrais donner. Il y avait peut-être... Non, il faut... Personne ne fait, pardon. Ouais. Je me demandais, l'article dont vous avez montré la première page, dans quelle revue il va être publié? L'article, vous dites le rapport Le microtravail en France, c'est publié sur le site web diplab.eu, c'est un rapport d'un projet de recherche. Donc vous le trouvez sur un site qui s'appelle diplab, qui s'appelle diplab.eu. C'est le titre du projet de recherche dans le cadre duquel ce rapport a été publié. D'accord. Et d'autre part, je me demandais dans quelle mesure nous, citoyens, en tant que producteurs de données, de travail gratuit, justement, qu'est-ce qui nous obligeait à participer à ce système? Alors, il y a une balance intérêt, probablement qu'on y trouve aussi un intérêt à utiliser effectivement certains services, mais jusqu'où on est prêt aussi à y aller et à quel moment aussi on peut dire non. Est-ce que c'est aussi une question complètement utopique ou c'est pas la peine, de toute façon c'est parti et on va de plus en plus être amené à participer à ce système qui se généralise en fait dans tout le quotidien, tous les actes de la vie quotidienne. Oui. Alors, je suis pas fataliste. En fait, l'issue de la situation actuelle n'est pas surdéterminée. Ce qu'on voit aujourd'hui, et donc ce que le numérique est devenu à l'heure des intelligences artificielles et du digital labor, n'est pas une fatalité, et quelque chose qui s'est réalisé parce que, je dirais, il y a des incitations économiques perverses qui se sont mises en place, de type, par exemple, des plateformes qui sont des entreprises de type un peu particulier, qui sont en fait un peu entreprises et un peu marché, qui sont basées sur des modèles d'affaires qui captent les données produites par les utilisateurs. Ceci n'était pas le cas auparavant, c'est-à-dire que si vous regardez comment l'Internet fonctionnait et même les technologies fonctionnaient il y a 15 ans ou 20 ans, ce n'était pas basé sur cette captation de données. Et donc, finalement, la question devrait être, bon, si vous dites, effectivement, moi je contribue avec mes données parce que je reçois quelque chose en échange. Par exemple, le moteur de recherche de Google marche bien grâce à moi, au fait que j'ai suffisamment de fois utilisé ce moteur de recherche, et donc j'ai appris à ce moteur de recherche que chaque fois que je dis New, je suis en train peut-être de penser York. Ou que derrière, il y a aussi des personnes qui sont micro-payées par Google pour vérifier si, quand j'ai tapé New York, les résultats qui s'affichent sont cohérents avec ce que je cherche. Donc, est-ce que c'est une fatalité? Et surtout, est-ce que je peux faire fonctionner ce même service qui marche bien d'une manière qui soit moins prédatrice? Donc, l'idée de base, à la limite, est une idée, enfin, plutôt la question est une question politique, certes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour créer finalement, un cadre réglementaire qui pousse les plateformes à arrêter de fonctionner de cette manière-là.
ça peut être aussi de nature finalement scientifique. C'est-à-dire, à la limite, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que nos scientifiques, par exemple, imaginent une intelligence artificielle qui n'est pas exclusivement basée sur le machine learning, qui n'est pas basée sur l'apprentissage automatique, qui, comme vous l'avez vu, est databore et surtout travaillabore. Ça n'existe pas en français, finalement, qui demande énormément de travail humain. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir d'ici 5 ou 10 ans un Google qui ne marche pas sur un principe de machine learning et donc sur un principe de travail du doigt. Peut-être qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas du tout utopique. Il y a des personnes qui travaillent sur d'autres approches de l'intelligence artificielle, comme il y a des personnes qui, du côté, par exemple, du ministère de la Recherche ou d'autres ministères de l'économie, typiquement, travaillent sur d'autres manières, d'autres incitations économiques pour les plateformes. Une incitation économique qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi de nature fiscale. Je sais qu'en France, c'est presque une banalité de le dire, mais si la fiscalité du numérique était faite de manière raisonnée et intelligente, on pourrait pousser les plateformes à arrêter cette activité sans contrôle d'extraction de données. En France, en 2013, on a lancé une espèce de, enfin je ne dirais pas une doctrine, mais quand même on a publié des rapports extrêmement intéressants qui disaient qu'il faudrait imposer les plateformes numériques, non pas sur la base de leur chiffre d'affaires, mais sur la base des données produites grâce au travail invisible de leurs utilisateurs. C'était marqué noir sur blanc dans un rapport sur la fiscalité du numérique rendu à Bercy en 2013. Et pendant des années, au niveau français et au niveau européen, on a cherché à mettre en place, par exemple, une loi qui impose les plateformes numériques sur la base du travail des usagers. On n'y est pas arrivé. Pas encore. Mais peut-être que, si Facebook, Google et compagnie devaient payer beaucoup plus d'impôts dans un pays comme la France, parce que presque 60 millions de personnes se servent de leur plateforme, ils se trouveraient à changer leur attitude vis-à-vis de cette, disons, extraction un peu désinvolte de nos données et de notre valeur. Merci. Voilà. Je propose peut-être de vous arrêter là pour ce soir. Merci encore à vous. Merci à vous.